Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est une édition spéciale de Territoire d'Info, évidemment, qui est consacrée à cette élection américaine aux États-Unis. Plein de surprises, vous l'avez vu. Tout de suite, on va regarder le zapping, le premier zapping des matinales, et on se retrouve avec notre invité, qui est un proche d'Emmanuel Macron, Renaud Dutreil, dans un instant. Les politiciens corrompus et leurs intérêts particuliers ont régné sur ce pays depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est notre fête de l'indépendance. Ne faites pas d'erreur. Nos valeurs fondamentales sont en jeu dans ce scrutin. Les premiers électeurs à se rendre dans l'isoloir ont été les habitants du petit État du New Hampshire. Le résultat est déjà connu, il est symbolique et ne présage en rien de l'issue du scrutin. C'est Hillary Clinton qui l'a emporté face à Donald Trump. Les deux candidats seront à New York pour la soirée électorale. C'est aussi ici qu'ils ont tous les deux voté ce matin. Donald Trump aux alentours de 11h et Hillary Clinton un petit peu plus tôt, vers 8h30. L'arithmétique des minorités devrait lui donner la victoire. Mais c'est pas tout à fait sûr parce que elle a quand même fait. Beaucoup de gens la détestent en vérité. Bon, franchement, tout ce qui, les âneries, la brutalité, tout ce que ce type peut sortir est quand même invraisemblable. Bon, donc je voterai quand même pour Hillary Clinton, mais en effet, tout ce qu'elle représente m'est assez détestable. Je ne suis pas nerveux, mais plutôt enthousiaste. C'est une immense opportunité. À quelques minutes près, il n'aura pas vu ces militantes féministes. Seins nus, floutées par la télé américaine, elles sont venues dans le bureau de vote du candidat républicain dénoncer sa misogynie. La liste des promesses et des malédictions d'ailleurs de Donald Trump, elle est juste considérable. Des malédictions pour vous, ce serait une malédiction s'il était élu demain ? Écoutez, ça poserait d'abord, ça nous poserait un problème majeur à nous, Européens. Les États-Unis et la France, c'est une longue histoire. Il y a entre nous le lien du sang. Des jeunes Américains sont morts pour notre liberté. Jamais on peut l'oublier. Je fais confiance au peuple américain pour savoir quel est le choix qui correspond le mieux aux valeurs, aux principes, à la liberté, à cette relation avec la France et avec l'Europe. François Hollande, le président de la République, a regardé le début de la soirée électorale à Paris et maintenant il est allé se coucher, il dort, mais un de ses plus proches conseillers doit le réveiller par téléphone dès que les résultats de l'élection américaine sont connus. Moi j'étais hier à Philadelphie avec les familles Obama et les familles Clinton, parce qu'il y avait Barack et Michelle Obama et Hillary et Bill Clinton et même Chelsea Clinton, et on avait franchement l'impression que c'était bon, ça y est, on a gagné, on peut se le dire, bravo. Bienvenue dans le club Hillary. Donc il est allé se coucher en pensant que Hillary Clinton allait gagner largement. Et pour l'instant, visiblement, c'est pas le cas. Donc il risque d'avoir une surprise en se réveillant. Clinton est donné vainqueur en Virginie et dans le Colorado. Ça fait 22 grands électeurs pour ces deux États. Donc c'est important. Les États tombent et pour l'instant, c'est plutôt, ils tombent dans l'escarcelle de Donald Trump. Effectivement, et le dernier en date, c'est donc l'Ohio, l'un de ces États clés qu'on attendait avec énormément d'impatience, car il a du poids. Regardez ce qu'a tweeté tout à l'heure Hillary Clinton. Quel que soit le scénario de ce soir, merci pour tout. Ça sent pas bon la victoire quand même quand on... Non, ça fait un peu... C'est les adieux. C'est un séisme ce matin que nous vivons. Donald Trump est au seuil de la Maison-Blanche. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Notre invité aujourd'hui, c'est Renaud Dutreil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là à double, presque triple titre, j'allais dire. Vous êtes entrepreneur, vous êtes ancien ministre et vous êtes proche d'Emmanuel Macron. Et puis, vous avez vécu longtemps aux États-Unis et travaillé aux États-Unis. Donc, évidemment, après que Véronique Jacquier de Sud Radio, bonjour Véronique, et Gilles Leclerc pour Public Sénat, bonjour Gilles, vous interroge. Moi, j'ai envie de vous dire, bon, au fond, on est probablement dans un pronostic déjoué. Hein. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à la minute où je vous parle, c'est toujours 264 grands électeurs pour Trump contre 215 pour Hillary Clinton, même si les chaînes américaines aujourd'hui, à cet instant, ne sont pas tout à fait d'accord. On est dans cette tendance, notamment CBS qui ne donne pas la Pennsylvanie. Mais pour vous, ce pronostic déjoué, c'est déjà une surprise ou pas ? La dynamique, incontestablement, est en faveur de Trump. Vous savez, moi, je suis arrivé aux États-Unis en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hillary a été balayée par un inconnu qui s'appelait Obama.
Pourquoi? Parce qu'elle incarnait un vieux système du mensonge, du trucage, du faux semblant que les Américains, à l'époque déjà, mais à l'intérieur des démocrates, ont rejeté. Il se passe la même chose à l'échelle de tous les États-Unis. Vous aviez vu venir ça ou pas? Je crois qu'aujourd'hui, les vieux systèmes de politiciens professionnels ne tiennent plus la route. Et donc les électeurs veulent balayer tout ça. Alors, ils utilisent parfois quelqu'un comme Barack Obama, et puis en d'autres circonstances, ils utilisent Trump. Mais le paradoxe, Renaud Dutreuil, c'est que Barack Obama reste populaire en quittant cette Maison-Blanche. On ne peut pas comparer Trump et Obama. Obama incarnait une vision. Vous savez, le New York Times avait titré Obama n'a pas de programme, mais il est lui-même un programme. Bon, on pourrait dire ça d'Emmanuel Macron. Mais Donald Trump, parallèle est un peu rapide. C'est pas du tout ça. Donald Trump, c'est quelqu'un qui est un New-Yorkais qui a baigné dans une culture démocrate, n'est absolument pas un républicain culturel et traditionnel. Il faut bien voir aujourd'hui ce qu'est l'Amérique. Il ne faut pas la voir à travers les œillères de Saint-Germain-des-Prés. Donald Trump, c'est un New-Yorkais. Il n'y a pas de républicain à New York. C'est quelqu'un qui s'est métamorphosé en républicain parce qu'il est d'un cynisme incroyable, qu'il a vu une opportunité fabuleuse, qui s'est précipité. C'est un joueur et il a gagné. Mais quand on regarde cette Amérique, Véronique Jacquier. Quand on regarde cette Amérique, est-ce que ça traduit une vraie poussée populiste ou clairement aussi, ça peut aller de pair, Hillary Clinton qui a fait une mauvaise campagne? C'est populiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Une grande partie des minorités les plus pauvres ont voté pour Hillary Clinton, n'ont pas voté pour Trump. Donc il faut faire attention sur ce thème de populiste. Qu'est-ce que c'est être populiste aujourd'hui dans l'Amérique d'après 8 années de Obama? En tout cas, il s'est fait le porte-voix des sans-voix. Ce sont des gens qui, effectivement, rejettent un système de politiciens professionnels qui incarnent la démocratie officielle et dans lequel les gens ne se reconnaissent plus. Donc ça veut dire que c'est pour vous, c'est un vote au fond pour le changement. Et finalement, le changement, ça n'a pas été le changement. Ça n'a pas été une femme pour la première fois présidente des États-Unis, mais le changement est incarné par un milliardaire qui a réussi, qui s'adresse aux petits. Oui, et qui aussi vient finalement de la société civile. C'était pas quelqu'un qu'on voyait depuis 40 ans au Congrès. Avec une intuition formidable de sa part. Et effectivement, une compréhension, à mon avis, au service de mauvaises intentions, c'est-à-dire uniquement l'envie de se faire élire. Parce que le problème de Trump, c'est qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Quand il dit « je vais faire un mur pour les Mexicains », en privé, il dit « je vais faire un muret », parce que je sais bien que je ne peux pas faire un mur. Donc il a été d'un immense cynisme, mais ça a marché. Mais Renaud Dutreuil, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelles sont les conséquences? On a eu une campagne extrêmement violente, on a un pays fracturé. Que peut faire Donald Trump pour rassembler après avoir divisé? Est-ce que vous craignez des tensions sociales aux États-Unis? Alors, paradoxalement, le pouvoir se réorganise d'une façon extrêmement simple et claire. Les républicains ont quasiment tous les pouvoirs. Et aujourd'hui, il va y avoir une opposition à l'intérieur des républicains, parce que les républicains n'aiment pas Trump. Trump va se retrouver, à mon avis, isolé. Et il sera obligé de composer avec des gens qui ne l'aiment pas et qui ne partagent pas la plupart des idées qu'il en fait gagner. Mais la dynamique, s'il est élu, fera qu'ils seront derrière lui. Je pense que c'est plutôt Trump qui va petit à petit s'aligner derrière l'establishment républicain. Vous voulez dire Paul Ryan? Bien sûr. Vous voulez dire son vice-président? Tiennent la machine. Le président aux États-Unis ne peut pas faire passer des lois comme ça en claquant des doigts. Expliquez bien ça. Il est obligé de négocier. Il est en cohabitation permanente, en gros. C'est les institutions américaines. Il est en cohabitation permanente. Absolument. Même Clinton, quand Bill Clinton était un formidable négociateur avec le Congrès. Un bon président, c'est un président qui négocie bien. Obama a été très critiqué parce qu'il était assez loin des réalités du Congrès et donc il n'arrivait pas à faire passer ses projets du fait de cette distance, y compris avec les démocrates. Aujourd'hui, Trump va avoir à négocier avec les républicains. Ça va être très difficile pour lui. Les républicains feront passer leur agenda et pas l'agenda de Trump. Mais est-ce que Donald Trump est prêt à gouverner? On dit qu'il ne travaille pas ses dossiers, qu'il n'a pas d'ordinateur. Est-ce que ces 100 jours sont préparés, quoi? Le fameux spoil system, on dit qu'il n'y a encore pas tout à fait pensé, alors qu'Hillary Clinton avait déjà les 1000 personnes. Non, mais c'est vos idées. C'est vos idées, on est là pour ça. C'est une espèce d'Adolf Hitler là, qui arrive. Non, mais est-ce qu'il est prêt à gouverner? C'est quand même une vraie question. Il n'a quand même jamais exercé aucun mandat électif. C'est un businessman pragmatique. Il va arriver, évidemment, il sait qu'il ne sait pas, il va s'entourer des meilleurs conseillers possibles et il va les avoir. Ces gens-là sont très très bons et vont très vite lui apprendre ce que c'est que le métier de président de la première puissance mondiale. Ça vous fait penser un peu à ce qui s'était passé au moment de Reagan? C'est-à-dire qu'on avait dit Reagan arrivant, il est pas prêt. Sauf qu'il avait été, gouverneur de Californie pendant 2 mandats.
Bon, l'administration avait fait... Il avait exercé, Reagan. Trump connaît très bien la musique. C'est quelqu'un qui négocie avec les maires, les gouverneurs de l'État de New York depuis des années et des années. Ça n'est pas un innocent qui débarque dans un terrain mais la inconnu. question de Gilles Leclerc est valable parce que vous savez bien comme moi que Arnold Schwarzenegger est devenu gouverneur de Californie sans aucune compétence pour l'être et que ça ne s'est pas bien passé non plus. Donc c'est vrai que la question du savoir-faire est importante à la tête de la plus grande puissance du monde. Les électeurs aujourd'hui n'ont plus confiance dans les soi-disant compétents. Des soi-disant compétents qui disent « j'ai été Premier ministre, j'ai été président de la République, j'ai été ministre pendant 20 ans, donc je sais, et donc je sais bien faire ». Les Français, les Américains, ils sont en train d'envoyer le message exactement inverse. Vous n'avez pas obtenu de résultat, donc malgré votre compétence, dehors. C'est Renaud Dutreil, l'entrepreneur, l'ancien ministre et également le soutien d'Emmanuel Macron qui est l'invité de Territoire d'Info ce matin. Alors la traduction pour vous, dans ce qui se passe pour nous ici, nos élections. Alors, les conséquences pour l'économie peut-être d'abord. Et puis surtout sur les primaires, sur les élections présidentielles, sur la campagne et sur Emmanuel Macron, que vous soutenez, dont vous êtes proche. Première chose extrêmement importante pour l'Europe. Une chance fabuleuse, historique pour l'Europe et pour un président français qui aurait un vrai leadership européen. L'Amérique va se replier sur elle-même. La politique étrangère de Trump, ça n'est pas celle d'Hillary Clinton qui était assez envahissante et parfois assez belliqueuse. Trump, c'est au contraire rechercher la paix et une Amérique qui se replie. Avec un protectionnisme économique, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Trump laisse un énorme espace à l'Europe que nous incarnons. Donc l'Europe peut redevenir un vrai centre dans le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est très important, à condition qu'elle soit organisée, qu'il y ait un leadership politique très fort, que la France peut assumer. Macron. Et c'est pour ça que je crois que le deuxième tour de l'élection présidentielle en France l'année prochaine, ça sera un choix sur quelle Europe voulons-nous. Est-ce qu'on veut détruire l'Europe qu'on a construite au cours des 30 dernières années ou est-ce qu'au contraire nous assumons le fait que l'Europe reste le centre culturel et politique du monde d'aujourd'hui. Alors c'est une opportunité. Sur le plan économique, vous allez voir, la bourse va s'effondrer. Les bourses décrochent déjà ce matin. La bourse va décrocher et ça va durer 48 heures. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le business, as usual, et le business va continuer. Trump, c'est un businessman, il n'est pas du tout là pour casser le business américain. Donc sur le plan économique, je ne pense pas que ça ait de grandes conséquences. Et sur la politique étrangère? Ça va en avoir sur la politique étrangère. Les relations avec l'Iran, l'Irak, avec la Russie, un certain nombre de conflits vont voir l'Amérique se désengager. Donc il va y avoir des conséquences qui appellent l'Europe et notamment la France à une responsabilité accrue. C'est une opportunité, il faut que nous la saisissions. Alors aller chez Marine Le Pen, c'est faire l'inverse. Marine Le Pen est déjà en train de se saisir de cette opportunité puisqu'elle a tweeté ce matin en félicitant Donald Trump et le peuple américain. C'est bon pour Marine Le Pen ce qui se passe là? Totale méprise. Totale méprise. Marine Le Pen, c'est l'inverse de ce que nous, Européens, nous devons faire. Nous devons au contraire construire une Europe forte politiquement et qui impose une certaine vision des sociétés modernes dans le monde. Marine Le Pen, elle dit on abandonne tout, on casse tout, on se replie sur l'Ohio, c'est ce qu'elle raconte, c'est-à-dire on dit on va vivre juste entre nous en Pennsylvanie ou dans l'Ohio. C'est vraiment une démission complète face aux responsabilités qu'un grand pays comme la France peut aujourd'hui assumer. C'est la raison pour laquelle je crois que nous avons besoin d'un leadership. L'élection américaine, c'est une élection sur le leadership. Il faut voir à quel point Hillary Clinton est discréditée depuis très longtemps. Ils ont rejeté Hillary Clinton parce qu'ils ne croyaient pas en elle sur Emmanuel Macron. Alors justement, vous soutenez, il faut le rappeler pour les auditeurs et téléspectateurs, Emmanuel Macron. Comment lui peut-il interpréter ces résultats? Est-ce que ça peut avoir une influence sur sa décision? Alors, première chose, les Américains ont rejeté les politiciens professionnels qui n'obtiennent pas de résultats. Or, nous avons en France, exclusivement pour 2017, des politiciens professionnels qui n'ont pas obtenu des résultats. Pour vous, Emmanuel Macron n'est pas comptable du bilan de François Hollande. Il a été conseiller spécial de François Hollande à l'Élysée. Il fait partie de l'élite, de l'establishment. Trump aussi fait partie de l'élite. Trump aussi, milliardaire, son père était milliardaire, c'est pas l'élite ça? Si, c'est l'élite. Il n'en reste pas moins que les Échos ont annoncé que le 16 novembre, il serait candidat. Le scoop des Échos. Je réponds à votre question. Emmanuel Macron a été le garde-fou de Hollande. Sans Emmanuel Macron, un certain nombre de lois pro-entreprise, pro-économie
aurait été supprimée. Je parle à bon escient puisque la loi sur la transmission d'entreprise que j'avais fait passer il y a à peu près 10 ans aurait été supprimée par François Hollande si Emmanuel Macron ne lui avait pas dit attention, on va casser des emplois, on va casser des entreprises, on va avoir des entreprises qui partent dans des mains étrangères si jamais on supprime cette loi. Renaud Dutreil, pardon, vous ne nous avez pas répondu. Est-ce qu'Emmanuel Macron va se présenter le 13 novembre comme les Échos l'ont annoncé ? Alors, je ne crois pas que ce soit les Échos qui décident du moment où... Oui, mais ils l'ont annoncé. Est-ce que oui ou non, vous confirmez? Emmanuel Macron annoncera sa candidature s'il le décide entre aujourd'hui et le 1er janvier. Donc, vous voyez, ça va nous donner une date. Ça vous laisse un certain champ. Il aurait dit avant le 10 décembre. Il attend peut-être la décision de François Hollande. Vous avez dit que c'était un garde-fou, maintenant il s'est pas émancipé. d'impatience, tout vient à point, qui s'est attend. Mais il sera candidat. Je le souhaite. Pourquoi ? Aujourd'hui, notre pays est complètement paralysé. On a 2 boîtes dans lesquelles vous avez des conservateurs et des gens qui sont pour le progrès. Dans chacune de ces boîtes, cette opposition interne paralyse tout. Il faut aujourd'hui casser ces 2 boîtes et prendre les progressistes des 2 camps et les rassembler pour que la France se modernise. C'est ça la grande intuition d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Personne n'est sur cette ligne, il est le seul. Moi, je suis un homme de droite. Je n'ai pas changé en soutenant Emmanuel Macron. Je reste toujours un homme de droite. Mais je considère qu'aujourd'hui, il faut que les gens de progrès des 2 camps se rassemblent et modernisent le pays. Mais pour l'instant, Emmanuel Macron, vous l'avez dit à des intuitions, il n'a pas encore de programme. On est très dubitatif. On attend toujours. Il a commencé à nous parler de modification des institutions, mais bon, en demandant la proportionnelle, ça ne casse pas la baraque. Passez-moi l'expression. Les journalistes qui l'interrogent lui disent vous n'avez pas de programme et quand il annonce des mesures, ça ne les intéresse pas. Non, donc, ça a déjà été fait. Ça a déjà il a annoncé 2 choses énormes. Il a dit l'État va reprendre en main la gestion du chômage, l'UNEDIC. Il a dit l'État va reprendre en main la formation professionnelle. Ce sont des réformes très très importantes. Ce sont des dizaines de milliards d'euros. Alors, de l'autre côté, on vous parle de l'ISF comme si c'était le sujet majeur. C'est 4,5 milliards. Enfin, c'est symbolique. Le supprimer est une bonne idée. Je suis favorable à ça. Mais vous voyez la disproportion. Les 2 mesures qu'il a annoncées sur le traitement du chômage et le traitement de la formation professionnelle, ce sont 2 très importantes mesures. J'ai envie de vous poser la question à l'envers. Au fond, pour quelles raisons Emmanuel Macron ne serait pas candidat? Voilà, très rapide, s'il vous plaît, votre réponse. Qu'est-ce qui ferait qu'il ne le soit pas? Je souhaite qu'il le soit pour exactement ce que vous dites. Toutes les raisons font qu'il devrait être président de la République et que le choix de 2017, le choix intéressant... Vous dites président, même pas candidat. Président de la République, ça va être, vous voulez le retour en arrière avec Marine Le Pen ou vous voulez une France forte et moderne avec Emmanuel Macron? Et dans ce contexte, votre regard sur la primaire de la droite 30 secondes. Centre? Vous étiez quand même un homme de droite. La primaire, ce sont des vétérans de la politique, des professionnels qui finalement se ressemblent en tout sauf sur leurs ambitions, avec probablement Juppé, Fillon et Sarkozy beaucoup plus près les uns des autres qu'on imagine, avec un Sarkozy revenant parce que la motivation, comme on l'a vu aux États-Unis, va être celle plutôt des militants que des braves gens qui s'intéressent à ce schéma-là. Et donc je crois qu'on sera un peu surpris aussi par des primaires. Merci Renaud Dutreil. Une petite info. Donc il y a un doute sur la Pennsylvanie encore. Ce serait 264 grands électeurs pour Donald Trump si la Pennsylvanie était comptée pour lui et 218 pour Hillary Clinton. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Vous êtes entrepreneur, ancien ministre et soutien d'Emmanuel Macron. Et on passe au débrief de vos propos, Renaud Dutreil, dans un instant. Voilà, alors que Renaud Dutreil, qui était notre invité ce matin dans Territoire d'Info, quitte ce plateau, eh bien, j'accueille André Crétenant. Bonjour André. Bonjour. Une longue nuit s'achève pour vous. Vous êtes le directeur de l'information de TV5 Monde et vous étiez notre partenaire toute cette nuit. Et ce matin, elle n'est pas tout à fait terminée. Et donc, évidemment, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et bonjour, rebonjour Hubert Coudurier. Vous étiez avec nous dans la première partie de cette matinale d'info et vous êtes le directeur éditorial du Télégramme. Directeur de l'information du Télégramme et président de TBO. Voilà. Merci d'être avec nous. Alors tout de suite, les conséquences peut-être économiques de cette possible, probable élection de Donald Trump. On a vu que ça a violemment secoué les marchés cette nuit. Le dollar a chuté alors que les investisseurs se précipitaient sur des valeurs refuges. Est-ce que cette tendance peut se poursuivre, André Crétenant? Non, moi je ne crois pas. C'est évidemment une réaction épidermique d'une certaine manière. Je pense que voilà, la bourse va accuser une certaine baisse, ça va remonter. Non, je pense que les conséquences économiques, il faut plutôt les voir du côté des accords commerciaux, puisque Trump a
souvent dit qu'il remettrait en cause, qu'il renégocierait ces accords. Cela dit, le candidat Trump, ce n'est pas encore le président Trump. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il va faire exactement le programme qu'il a annoncé. En revanche, on peut aussi peut-être s'attendre à ce qu'il laisse filer un peu la dette. Et que du coup, il puisse provoquer une augmentation des taux d'intérêt et ça se répercuterait aussi en Europe. Donc il peut y avoir des effets jusqu'en Europe, évidemment. Mais encore une fois, on dit que parfois la fonction révèle l'homme. Donc là, vous me direz que le candidat a déjà révélé un drôle de bonhomme. Mais Trump président, ce n'est peut-être pas tout à fait pareil. Et comme le disait notre invité tout à l'heure, effectivement, il sera entouré d'une équipe, et sans doute d'une très bonne équipe. Il ne faut pas sous-estimer justement le personnel politique, malgré tout ce que Trump a pu dire sur l'establishment. Alors, Hubert Coudurier, il n'est pas encore élu, Donald Trump, mais c'est déjà une énorme surprise. Les sondeurs et les analystes se sont trompés. Les sondeurs, les analystes, la presse, l'establishment de la côte Est, les Républicains... Je ne fais pas de cadeau, mais le Télégramme n'allait pas dans ce sens totalement la semaine dernière. Le Télégramme avait dit « Trump peut-il gagner dès lundi matin ?» Mais en réalité, bon, je me souviens quand Mitterrand a été élu, certains disaient « les chars soviétiques seront bientôt à la Concorde ». Donc il faut relativiser. C'est un réveil de l'Amérique profonde, c'est une révolte des Blancs et pas seulement des petits Blancs, dans la perspective de... une espèce de rééquilibrage démographique au profit des minorités. Comme le disait tout à l'heure Olivier Royan, Trump a réussi à faire croire que la majorité blanche était en voie de devenir une minorité, donc il l'a communautarisée. Maintenant, il faut voir que l'économie américaine risque de ralentir pour des raisons structurelles qui sont liées au fait qu'elle a compensé la crise de 2008, mais qu'aujourd'hui, les perspectives pour l'année prochaine sont moins bonnes. Et donc, effectivement, toute la question est de savoir comment l'homme, s'il est élu, va se révéler à l'épreuve du pouvoir dans un système politique qui est quand même très composé de ce qu'on appelle le check and balance, c'est-à-dire pouvoir contre pouvoir. Le président américain ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Le Pentagone a quand même un poids très important. Le Conseil de sécurité. Est-ce qu'il sera plus souple? Vous voulez dire qu'il sera en cohabitation un petit peu? Pas en cohabitation, puisqu'il va avoir les deux chambres pour lui, sans doute. Sans doute, il faut être prudent. Mais il sera obligé de composer... En cohabitation dans son propre gouvernement? Avec les militaires, avec l'administration, avec la diplomatie. Alors c'est, n'oublions pas, un débrief qu'on fait de ce qu'a dit Renaud Dutreil. Alors lui, il a fait un parallèle avec Emmanuel Macron, André Crête-Nan. Il l'a fait, il ne l'a pas fait jusqu'au bout, à mon sens, parce que ce que l'élection de Trump... Il ne pouvait pas parce que Trump n'est pas élu. Voilà. À ce stade. On fasse gaffe. Mais je dirais que la perspective de l'élection de Trump, et même déjà, je dirais, le parcours qu'il a fait jusqu'ici, parce que même s'il perdait de justesse, ça serait quand même une énorme surprise, le nombre d'États qu'il a remporté et le vote. Mais je pense surtout que ce que dit la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a la place, y compris sans doute en Europe, pour un candidat différent, pour un candidat surprise, pour un candidat qui n'a pas une carrière institutionnelle d'une certaine manière, même si Emmanuel Macron a été ministre, mais de manière assez brève finalement. Et par exemple, Trump, évidemment, n'a eu aucun mandat électif. C'est quand même sans doute peut-être une des premières fois, peut-être Eisenhower, mais sinon, effectivement, il n'a pas eu de mandat électif. Et surtout, alors, moi je suis absolument d'accord avec cette question de revanche, d'une certaine manière, d'une revanche d'une certaine Amérique, mais aussi sans doute peut-être l'envie d'un grand bouleversement contre les élites. Je pense qu'on va beaucoup parler effectivement de ces réactions contre l'establishment. Et ça, peut-être que c'est un courant un peu plus large qui balaye l'ensemble de l'Occident, si j'ose dire. Bouleversement des anciennes élites au profit des nouvelles élites. Sans doute. Donc, c'est ce que dit notre invité. Renaud Dutreil. Renaud Dutreil, qui a été ministre des PME de Raffarin, qui ensuite s'est exilé aux États-Unis comme entrepreneur, comme représentant de LVMH, et qui revient donc dans la PME Macron et qui plaide pour le renouvellement en disant en clair, tout ce qu'ont fait les hommes politiques depuis 30 ans, c'est nul.
Ils ont tout raté, donc il est normal, c'est notre tour. Mais il oublie de dire que lui-même, il a été ministre. Voilà, c'est le discours de Trump aussi. Il a refusé l'analyse et de dire au fond que Emmanuel Macron avait été comptable de ce que fait François Hollande, André Quatennens. Oui, absolument. Et c'est pour revenir aux États-Unis, c'est la même chose. Trump, voilà, il a été démocrate, effectivement, comme ça a été rappelé. Il a été centriste, il est devenu républicain. Il n'est plus un politique, c'est un homme d'affaires. Et maintenant, il est à nouveau un politique, évidemment, mais il joue sur tous les tableaux, bien sûr. Il y a des symboles, en fait. Obama, c'était le symbole de l'homme noir. Hillary Clinton, ça aurait été la femme. Et là, on a le cow-boy. C'est quand même un Reagan bis avec des excès, avec une propension à rompre le politiquement correct. Mais aux États-Unis, on peut être élu contre le politiquement correct, même si c'est eux qui l'ont créé. Mais il y a aussi la notion de histoire un peu extraordinaire, de destin, de la success story qu'on a un peu sous-estimé effectivement, parce que comme il était, voilà, avec ses propos outranciers, c'est un aspect qu'on a négligé un peu. Merci Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme et président de TBO, et merci André Quatennens, directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire pour cette matinale d'info. On va regarder ensemble le premier zapping politique des matinales. Les politiciens corrompus et leurs intérêts particuliers ont régné sur ce pays depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est notre fête de l'indépendance. Ne faites pas d'erreur. Nos valeurs fondamentales sont en jeu dans ce scrutin. Les premiers électeurs à se rendre dans l'Isle-Loire ont été les habitants du petit État du New Hampshire. Le résultat est déjà connu, il est symbolique et ne présage en rien de l'issue du scrutin. C'est Hillary Clinton qui l'a emporté face à Donald Trump. Les deux candidats seront à New York pour la soirée électorale. C'est aussi ici qu'ils ont tous les deux voté ce matin. Donald Trump aux alentours de 11h et Hillary Clinton un petit peu plus tôt, vers 8h30. L'arithmétique des minorités devrait lui donner la victoire. Mais c'est pas tout à fait sûr parce que elle a quand même fait. Beaucoup de gens la détestent en vérité. Bon, franchement, tout ce qui, les âneries, la brutalité, tout ce que ce type peut sortir est quand même invraisemblable. Bon, donc je voterai quand même pour Hillary Clinton, mais en effet, tout ce qu'elle représente m'est assez détestable. Je ne suis pas nerveux, mais plutôt enthousiaste. C'est une immense opportunité. À quelques minutes près, il n'aura pas vu ces militantes féministes. Seins nus, floutées par la télé américaine, elles sont venues dans le bureau de vote du candidat républicain dénoncer sa misogynie. La liste des promesses et des malédictions d'ailleurs de Donald Trump, elle est juste considérable. Des malédictions pour vous, ce serait une malédiction s'il était élu demain ? Écoutez, ça poserait d'abord, ça nous poserait un problème majeur à nous, Européens. Les États-Unis et la France, c'est une longue histoire. Il y a entre nous le lien du sang. Des jeunes Américains sont morts pour notre liberté. Jamais on peut l'oublier. Je fais confiance au peuple américain pour savoir quel est le choix qui correspond le mieux aux valeurs, aux principes, à la liberté, à cette relation avec la France et avec l'Europe. François Hollande, le président de la République, a regardé le début de la soirée électorale à Paris et maintenant il est allé se coucher, il dort, mais un de ses plus proches conseillers doit le réveiller par téléphone dès que les résultats de l'élection américaine sont connus. Moi j'étais hier à Philadelphie avec les familles Obama et les familles Clinton parce qu'il y avait Barack et Michelle Obama et Hillary et Bill Clinton et même Chelsea Clinton et on avait franchement l'impression que c'était bon ça y est, on a gagné, on peut se le dire, bravo. Bienvenue dans le club Hillary. Donc il est allé se coucher en pensant que Hillary Clinton allait gagner largement. Et ben pour l'instant visiblement c'est pas le cas, donc il risque d'avoir une surprise en se réveillant. Clinton est donné vainqueur en Virginie et dans le Colorado, ça fait 22 grands électeurs pour ces deux États. Donc c'est important. Les États tombent et pour l'instant c'est plutôt ils tombent dans l'escarcelle de Donald Trump. Effectivement, et le dernier en date c'est donc l'Ohio, l'un de ces États clés qu'on attendait avec énormément d'impatience car il a du poids. Regardez ce qu'a tweeté tout à l'heure Hillary Clinton. Quel que soit le scénario de ce soir, merci pour tout. Ça sent pas bon la victoire quand même quand on... Non, ça fait un peu... C'est les adieux. C'est un séisme ce matin que nous vivons. Donald Trump est au seuil de la Maison-Blanche. Non.
Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était une édition spéciale consacrée aux élections américaines. Demain, nous serons encore en édition spéciale puisque nous recevrons Alain Juppé pendant 1 heure en direct de Bordeaux. Il sera face à la presse quotidienne régionale et face aux télévisions locales et régionales et depuis TV7 en Gironde, la télévision du groupe Sud-Ouest. Donc Alain Juppé demain, notre invité spécial. Merci à tous et à demain matin 7h30 sur Public Sénat. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. La parité, une promesse récurrente des hommes politiques. Vous avez le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme. Le président du groupe, c'est un homme. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est un homme. Les prochaines élections législatives renverseront-elles la tendance? Et surtout, la parité va-t-elle s'imposer aussi dans les esprits? LCP Le Mag, ce soir à 21h15.